Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Lutter contre la précarité alimentaire des étudiants, c'est le but de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat la semaine dernière. Elle vise à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré. Alors dans les faits, comment cela va-t-il se passer? C'est la question qu'on posera au sénateur Pierre-Antoine Lévy, auteur de cette proposition de loi. Si votre rêve est de devenir chef ou d'ouvrir un restaurant, le podcast des écoles du Cordon Bleu vous donnera de l'inspiration. Ça s'appelle Tasteful Story. 8 anciens étudiants y racontent leur parcours. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmènera au Maroc pour parler des écoles françaises actuellement sous le feu des critiques. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec de nouvelles annonces de Pap Ndiaye ce matin sur RTL et d'abord sur la revalorisation des salaires des enseignants. Oui, c'est une nouvelle qui va faire plaisir aux centaines de milliers d'enseignants que compte la France. Ça y est, Pap Ndiaye a enfin annoncé la date pour la tant attendue revalorisation. On l'attendait pour le mois de janvier 2023. Petit décalage, eh bien ça sera pour la rentrée de septembre 2023. Sur le micro, au micro en tout cas de RTL, Pap Ndiaye est revenu sur la manière dont cette revalorisation va être financée. Nous avons des moyens budgétaires très importants. En année pleine, ça représente 3 milliards, dont 10% pour tous les enseignants. 3 milliards d'euros, dont 2 milliards qui sont versés de manière inconditionnelle pour tous les enseignants depuis le premier jour du stage jusqu'au dernier jour de la carrière, plus les conseillers principaux d'éducation, plus les psychologues de l'éducation nationale. Ça fait combien pour être à peu près concret pour les enseignants qui nous écoutent? Nous allons faire les annonces la semaine prochaine. C'est une revalorisation extrêmement substantielle, 2 milliards d'euros pour cela, et puis 1 milliard d'euros supplémentaires pour les enseignants qui s'engageront dans de nouvelles tâches. À noter également que le ministre a annoncé que les enseignants en début de carrière gagneront au minimum 2 000 euros. Autre annonce du ministre, cette fois sur le volet du harcèlement scolaire. Oui, le harcèlement scolaire fait partie de la feuille de route du ministre depuis qu'il est arrivé rue Grenelle. Eh bien, il a également annoncé au micro de RTL une mesure phare concernant le harcèlement, la possibilité de faire partir les harceleurs des établissements scolaires, notamment en classe de primaire, puisque les écoles primaires n'ont pas de conseil de discipline et donc n'ont pas la possibilité de renvoyer, en tout cas facilement, les élèves. Et ce sont souvent les élèves harcelés qui doivent quitter les établissements. Pap Ndiaye a annoncé que la règle allait changer dans les prochains mois. Explication du ministre. En dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents, si le maire ou les maires concernés sont d'accord. Et on rappelle bien sûr les deux numéros, le 3018 et le 3020, pour se faire accompagner en cas de harcèlement. On part du côté de Saint-Étienne, où des cours d'éducation à la sexualité font polémique du côté des parents d'élèves. Oui, les faits se déroulent à l'école des Ovides de Saint-Étienne, où une infirmière scolaire est intervenue, tenez-vous bien, devant une classe de CM2 pour un cours d'éducation à la sexualité. C'est normal, ça fait partie des réformes du ministre qui impose 3 heures annuelles à partir de l'école primaire, mais ce qui est un peu moins normal pour les parents d'élèves et pour les élèves, ce sont les propos qui ont été tenus par cette infirmière. Évocation de pratiques sexuelles orales ou anales, question autour du changement de genre, ça a du mal à passer pour des élèves de 10-11 ans. Du côté du rectorat, on met en avant l'expérience de l'infirmière concernée, même si on concède une erreur d'appréciation. Dans un communiqué, le rectorat explique que l'infirmière n'aurait peut-être pas dû répondre de cette manière à des enfants de cet âge. Elle a été reçue par l'inspecteur académique pour éviter un nouvel incident. Le contenu des séances a été redéfini pour ne pas sortir du cadre. Du côté du SNICS FSU, c'est le syndicat majoritaire des infirmières et des infirmiers scolaires. On défend l'infirmière en question. Des propos crus ont pu être tenus, mais c'était les propos des enfants. Ils ont accès à Internet, aux réseaux sociaux, la société évolue et leurs paroles peuvent être choquantes. Voilà, on attend les suites données à cette affaire. On poursuit avec une polémique à Conflans-Sainte-Honorine, avec une interpellation musclée qui a du mal à passer dans un lycée. Oui, les scènes ont fait le tour du web pendant le week-end. On y voit un jeune lycéen en marge des manifestations du jeudi 6 avril dernier
dernier, dans le cadre de la réforme des retraites et des blocus qu'on a pu voir notamment dans les lycées, eh bien, ce lycéen se fait arrêter avec véhémence par des policiers. Ces mêmes policiers tiennent des LBD et pointent eh bien, d'autres lycéens. Et tout ça, ça inquiète et la communauté éducative et évidemment les parents. Ces scènes donc ont été largement partagées, diffusées, ont choqué. La préfecture s'est expliquée dans un communiqué. Elle explique tout d'abord que les forces de l'ordre sont intervenues sans équipement spécifique pour faire du maintien de l'ordre, et ils expliquent également qu'un individu masqué, le jeune lycéen en question, ayant tenté de se soustraire au contrôle, a été rattrapé par les policiers. Ce dernier, peu coopératif, se débattait, ce qui a contraint plusieurs policiers à le maîtriser au sol pour parvenir à le menotter. À noter que ce mineur, interpellé avec beaucoup de véhémence, a été relâché sans aucune mise en examen. Évoquons désormais une affaire invraisemblable. Un lycée privé agricole a fermé du jour au lendemain, laissant des dizaines d'élèves sur le carreau. Oui, imaginez aller un matin à votre lycée et trouver porte close. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au lycée agricole privé Anne-Marie Javoué à Chamblanc, dans les Côtes d'Or, qui accueille des filières de bac professionnels. Les lycéens se sont présentés à leur établissement et ils ont appris qu'ils mettaient tout simplement la clé sous la porte. C'est invraisemblable en cours d'année scolaire et pourtant, c'est vrai. Alors, ça n'arrive pas de nulle part. Les lycéens et leurs parents avaient été informés de difficultés économiques du lycée en question. Il devait fermer durant l'été, mais malheureusement, eh bien, il a fermé avant. Alors, les équipes de direction invitent les jeunes à se rendre dans les lycées alentours, qui sont parfois à 40 minutes de route et qui surtout n'ont pas la place pour accueillir tout le monde. Des dizaines de parents d'élèves annoncent d'ores et déjà qu'ils vont saisir la justice. Pas de place et puis un surcoût pour les parents comme pour les élèves. On termine avec un clin d'œil à une belle initiative en Bretagne, la choucroute de Pâques. Oui, la choucroute de Pâques qui se tenait dimanche à Trévé dans les Côtes d'Armor. Eh bien oui, pourquoi faire simple quand on peut faire breton? On a décidé en Bretagne en tout cas de passer outre la tradition des œufs de Pâques dans cette école pour proposer des choucroutes de Pâques. Ça fait 40 ans que cette école Jeanne d'Arc de Trévé propose une espèce de choucroute solidaire pour permettre aux élèves et à leurs parents de faire une quête, une collecte de fonds. Ça a été annulé pendant plus de 3 ans à cause de la crise sanitaire et de ses effets. Eh bien, sachez que ce ne sont pas moins de 500 choucroutes qui ont été vendues, le tout bien sûr au profit des projets pédagogiques de l'école. Et puis, on va pas se mentir, c'est un petit peu plus sain qu'une orgie de chocolat. Merci beaucoup Guillaume. Alors le sénateur Pierre-Antoine Lévy est notre invité aujourd'hui. Il est l'auteur de la proposition de loi adoptée par le Sénat la semaine dernière qui souhaite favoriser l'accès à tous les étudiants pour une offre de restauration à tarif modéré. On en parle tout de suite avec lui. Bonjour Pierre-Antoine Lévy. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Tarn et Garonne. Mercredi dernier, le Sénat a donc adopté à l'unanimité, je le dis avec un grand sourire parce qu'on est tous contents de cette nouvelle, votre proposition de loi. Il s'agit de favoriser l'accès pour tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré. Alors initialement, vous aviez proposé de créer un ticket resto étudiants. C'est à l'instar du ticket resto qu'on connaissait pour beaucoup de restaurants classiques. Mais là, c'était donc pour les étudiants. C'était il y a 2 ans, en pleine période de Covid d'ailleurs. J'imagine que ça a eu un impact. Pourquoi ça n'a pas pu se faire finalement ? Alors, vous avez bien fait de le rappeler, c'était il y a déjà 2 ans, donc j'ai déposé en mars 2021 cette proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. Alors, pourquoi le ticket restaurant étudiant ? Tout simplement parce que c'était pendant la période de pandémie, en pleine crise de la Covid-19, et j'avais été très perturbé, bouleversé par ces images de jeunes qui attendaient devant les banques alimentaires, devant les restaurants du cœur pour s'alimenter, tout simplement parce que le collège leur enseignement était fermé, tout simplement parce que c'était soit en visio, soit ils étaient chez eux, mais également il n'y avait pas d'accès à une restauration universitaire, c'est-à-dire les restaurants universitaires ont été pour certains fermés et pour d'autres n'en avaient pas à proximité. Et donc pour s'alimenter, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient comme ils pouvaient, ils s'alimentaient, ils faisaient appel à des dons, à de la solidarité. Voilà. Et donc cette proposition de loi est venue effectivement également d'une idée d'association qui vise à créer ce ticket restaurant étudiant, qui était une idée facile à mettre en place, notamment sur les zones blanches. Les zones blanches, ce sont des zones où il n'y a pas de restauration universitaire. Et pourquoi facile ? Vous dites que c'était facile de mettre en place. Tout simplement donner l'équivalent d'un ticket resto étudiant d'une valeur de 6,60 €. Aujourd'hui, il y a 2 tarifs dans le prix d'une restauration universitaire. Vous avez le repas à 1 €,
pour les étudiants boursiers, repas qui a été généralisé pour tous les étudiants pendant la crise. Tout à fait. Il a trompé beaucoup de monde, en fait. Il y a très peu de temps, et on va en parler juste après, pour bien différencier, parce qu'il faut que vous compreniez, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils le comprennent bien, il y a plusieurs systèmes qui ont été soit pensés, soit mis en place récemment, et donc on va bien détailler. Exactement. Là, on parle de la proposition de loi donc, faite au départ, il y a 2 ans, d'accord, avec le ticket restaurant. Alors, donc, le ticket restaurant a été voté au Sénat en première lecture en juin 2021. Donc, le principe avait été, finalement, restreint aux seules zones universitaires où il n'y avait pas de restauration. Voilà, donc c'était environ 300 à 500 000 étudiants. C'est beaucoup déjà. Ce qui était déjà beaucoup. Alors pour des raisons de coût évidents, on avait limité ce ticket restaurant étudiant au départ qui était pour tous les étudiants. Tout simplement parce que vous avez des étudiants qui ont accès à un restaurant universitaire, mais qui ne peuvent pas y aller, tout simplement parce que les horaires de cours ne correspondent pas. Et quand ils arrivent au restaurant universitaire, il n'y a plus rien à manger. Pourquoi il n'y a plus rien à manger? C'est pas pensé? Les quantités ne sont pas suffisantes. Mais ça n'a pas été pensé en amont, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il faut des établissements, il faut des collectivités, ça peut être aussi tout simplement une adaptation des horaires qui n'est peut-être pas pertinente par rapport aux horaires de cours. Donc vous avez des étudiants qui m'ont sollicité en me disant, nous on a un restaurant universitaire, mais chaque fois qu'on y va, si on n'arrive pas à midi 15, on ne peut pas manger. Alors ça c'était donc il y a 2 ans, l'idée du ticket restaurant. Oui. Pourquoi finalement vous êtes passé du ticket restaurant à finalement à un accès à un tarif modéré, ce qui n'est pas la même chose? Je déroule juste le travail législatif. Donc première lecture au Sénat en juin 2021. Le ticket resto est voté donc en première lecture. Arrive, le texte fait la navette à l'Assemblée nationale et donc le texte est examiné en octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Et donc le texte a été modifié. Il y a un amendement, je crois, du groupe Modem qui a supprimé la notion de ticket restaurant et a transformé le titre sur une restauration à tarif modéré avec une modification substantielle de ma loi. Et donc le texte a été voté, malgré tout, puisqu'il aurait pu être rejeté, mais il a été voté avec ces modifications. Le texte, donc, est revenu en deuxième lecture au Sénat. Et vous savez qu'il y a eu un couac terrible sur le mois dernier, notamment il y a à peu près un mois et demi, sur le fameux repas à 1 euro à l'Assemblée nationale, repas qui a été rejeté d'une voix. Je sais pas si une vous voix, exactement. Et donc en discutant avec le président de la commission culture Laurent Lafont et le rapporteur en première lecture Jean Ingré, j'ai dit que c'était peut-être une belle opportunité de remettre la discussion sur la précarité étudiante au Sénat et d'avoir un texte qui était prêt à être voté en deuxième lecture, sachant que quand on vote un texte conforme à l'Assemblée et au Sénat, il est promulgable par le président de la République. Ce qui veut dire que la semaine dernière, nous avons effectivement voté à l'unanimité, alors à l'unanimité des votants. 267 voix pour. Les groupes écologistes et socialistes se sont abstenus, mais une abstention, on va dire, bienveillante. Une abstention plutôt favorable. Mais 267 sénateurs se sont prononcés favorablement, ce qui veut dire que la loi a été votée. Donc nous avons supprimé l'idée du ticket resto étudiant. Nous avons gardé l'accès à un tarif social. Et maintenant, ce sont les décrets d'application qui vont dire ce que l'on va pouvoir faire. Parce qu'une fois que la loi est promulguée, il y a les décrets d'application. Bien sûr. Qui sont écrits par le ministre. Et ces décrets, le ministre va nous associer à son écriture, tout simplement pour voir quel est le périmètre que l'on met. Donc périmètre géographique. Qu'est-ce qu'on met comme conventionnement alors? Parce que dans la loi, on peut conventionner avec des structures publiques, type collectivité, type hôpitaux. Donc une mairie, par exemple. Une mairie peut... Un établissement effectivement local qui peut recevoir en fait des étudiants pour leur déjeuner. À Montauban, un exemple. Oui. C'est le conseil départemental qui pilote la restauration universitaire. Et donc les étudiants peuvent manger tous les midis, du lundi au vendredi. Mais compte tenu du coût, les étudiants n'ont pas accès à un deuxième repas le soir ni le week-end. On peut imaginer, on ne sait jamais, que le département accepte de faire un deuxième repas le soir ou le week-end. Vous pouvez avoir également les hôpitaux qui peuvent également proposer aux étudiants des épiceries sociales et solidaires, ou alors de la restauration de type privé, restaurant d'entreprise ou restaurant classique qui dit, bon, écoutez, moi je veux que les étudiants puissent manger, mais à ce moment-là, je prévois un tarif modéré. Donc, le faire payer le 1 euro ou le 3,30 €, qui est le coût d'un repas universitaire pour les étudiants non boursiers, dans un restaurant classique ou dans un restaurant d'entreprise qu'une société peut mettre à disposition. Donc, alors attendez, on repart sur l'idée du tarif. Tarif modéré, oui. C'est l'équivalent de combien exactement? Alors, aujourd'hui, dans un restaurant universitaire, les étudiants boursiers payent 1 euro. Oui. Et les étudiants non boursiers payent 3,30 €. 3,30 €, d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce qui est pris en charge par l'État? La différence. La différence, ça va être combien?
C'est en fonction du prix de revient de chaque restaurant. Je dirais que le coût d'un restaurant universitaire, c'est aux environs de 8 euros à peu près, 8,50 €. Donc l'étudiant paye 3,30 € ou 1 €. L'État prend sa charge, le reste. Alors, vous parliez justement de effectivement, ce projet de loi qui a été refusé à une voix près, donc pour le repas à 1 € pour tous les étudiants. L'argument, notamment du côté de Renaissance, c'était que cela allait profiter à des jeunes qui n'en avaient pas forcément besoin. Est-ce que on peut dire qu'on sacrifie les plus démunis au nom de l'équité ? Alors, moi je dirais que ce dispositif a été mis en place durant la crise. Et ce dispositif de repas à 1 €, c'est un dispositif de crise. Ce qui veut dire que si vous avez une nouvelle crise, et je ne le souhaite pas bien évidemment, mais sait-on jamais, quelle va être la solution apportée par le gouvernement. Donc aujourd'hui, moi je trouve que ce repas à 1 € ou à 3,30 €, c'est qu'une étape. Il faut faire bien d'autres choses. Parce que là, on peut dire clairement qu'on est en pleine crise. Il y a une inflation énorme. Terrible, on bien est sûr. en pleine guerre. On sort effectivement d'une pandémie, mais qui n'est pas terminée. On voit bien que la France a vraiment du mal à s'en remettre pour toutes les couches sociales et encore plus pour les plus démunis, et notamment nos étudiants. Exactement. Et je considère qu'on n'en a pas suffisamment fait assez jusqu'à maintenant. Le repas à 1 € est une bonne idée pour leur permettre de manger, mais à condition que les restos soient ouverts et qu'il y en ait partout. Parce que ça aussi, si vous n'avez pas de restaurant universitaire, comment vous faites pour manger ? Alors justement, on en vient aux zones blanches dont vous parliez. Les zones blanches, les endroits où effectivement il n'y a absolument rien qui puisse permettre aux étudiants de pouvoir s'alimenter. Ou très peu. Par exemple, je vous dis encore une fois, des restaurants qui font manger une fois tout le midi, un repas par jour, du lundi au vendredi, mais pas ni le soir ni le week-end. Voilà. Donc je considère que ces étudiants-là n'ont pas les mêmes droits et les mêmes accès finalement que les autres qui sont situés sur des grandes métropoles. Il n'y a pas d'universalité pour tous les étudiants. Et ça, c'est bien dommage, je trouve, aujourd'hui, parce que vous avez les villes moyennes qui se sont mis à disposition des études supérieures pour les jeunes étudiants qui, après le bac, voulaient poursuivre leurs études. Et ils n'avaient pas les moyens d'aller dans les grandes métropoles. Et donc, les villes moyennes ont donné accès à ces études par le biais de licences ou de masters. Mais il manque une partie. Et cette partie, c'est la restauration. Alors, vous avez effectivement des conventionnements déjà qui existent, mais ce n'est pas 3,30 €, ça peut être 4 €, 5 €, avec des cafétérias. L'objectif que j'avais, moi, dans le cadre de cette loi, c'était que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est que tout le monde ait les mêmes droits. Tous les étudiants aient les mêmes droits. Si on pousse votre raisonnement encore plus loin, Pierre-Antoine Lévy, est-ce que vous pensez que l'État doit faire plus pour les étudiants ? C'est-à-dire qu'on parle effectivement de se nourrir, mais il y a aussi se loger. Jacques Attali, qui ici était venu nous consacrer aussi du temps pour une interview, nous disait qu'il était favorable à un salaire pour les étudiants, de manière à pouvoir justement favoriser ce nombre d'années à passer à faire des études et donc du coup à ne pas gagner d'argent par ailleurs. Alors c'est un grand débat, ce revenu minimum universel, ce revenu jeune. On peut l'avoir au Sénat un de ces jours si jamais la possibilité nous est donnée. Mais encore une fois, qui le finance ? Quels sont les étudiants qui sont éligibles ? Vous avez dit tout à l'heure que le groupe Renaissance disait, en faisant le repas à 1 €, vous avez des étudiants qui n'ont pas forcément besoin de payer 1 € qui seraient concernés. Alors vous allez me dire que un étudiant, il a besoin de manger, il mange. Et vous avez des étudiants qui sont en rupture avec leur famille. Oui, et surtout ceux qui n'en ont pas besoin. Est-ce que réellement ils vont aller dans ces endroits-là ? Non, parce que vous savez que c'est pas parce que vous avez un restaurant universitaire, encore une fois, que les étudiants y vont. Je crois que globalement, à peu près 47 à 50% des étudiants mangent au resto universitaire, même quand il y a un restaurant universitaire. Et donc, ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est qu'ils puissent avoir accès à une alimentation équilibrée, qu'ils puissent s'alimenter. Il n'est absolument pas acceptable aujourd'hui qu'au XXIe siècle, des étudiants puissent sauter un repas, voire 2 repas, parce que sinon, ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour faire leurs études. Mais il faut aller beaucoup plus loin. La ministre a annoncé une revalorisation des bourses, 500 millions d'euros, c'est bien. Il faut continuer, il faut construire des logements sociaux, il faut construire des logements étudiants, il faut reconstruire des restaurants universitaires quand on peut. Alors, on ne va pas pouvoir construire un restaurant quand il y a 100 étudiants. Quand il y en a 2000, 3000, on peut, mais quand il y en a 100, c'est compliqué. Donc, il faut conventionner. Conventionner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut que l'État apporte son aide, mais aussi, est-ce que c'est l'État, donc le ministère, mais c'est aussi peut-être un consortium des ministères. C'est-à-dire qu'en fait, je pense évidemment au ministère de l'Agriculture, je pense à tous les ministères et à toutes les sources qui travaillent effectivement à la précarité, enfin en tout cas contre cette précarité des jeunes, pour qu'on puisse apporter des repas sains, des repas équilibrés et suffisamment importants en nombre pour nos jeunes. Exactement. Le conventionnement va être porté par le Crous, déjà. Ce sont les Crous qui devront identifier des structures,
dans les territoires où il n'y a pas de restauration universitaire, de manière à pouvoir proposer une offre alternative aux étudiants. Alors, il se peut que vous n'ayez pas de restaurant ou de structure qui accepte. Comment fait-on s'il n'y a pas de conventionnement possible? La loi prévoit, donc le texte de loi que nous avons fait voter la semaine dernière, prévoit à ce moment-là que l'étudiant puisse toucher une aide financière correspondant au prix qu'il devrait payer s'il avait accès à un restaurant universitaire. Ce qui correspondra à combien en fonction des ce sera le étudiants décret qui le dira, mais peut-être 3, 4, 5 euros en fonction par repas. Mais c'est encore une fois, maintenant, ce qui va déterminer l'application de la loi et on va dire, sa pertinence, parce que voter une loi, c'est bien, mais il faut qu'elle soit applicable et qu'elle soit pertinente. Ce sont les décrets d'application. Donc, on attend maintenant la promulgation du texte. Une fois que le texte est promulgué, on va se voir avec la ministre pour écrire les décrets. Et on va essayer de mettre tout ça de manière factuelle pour permettre aux étudiants de bien comprendre les choses. Alors on le sait, la carte scolaire est très variée, on en parle beaucoup justement de cette carte scolaire, mais en l'occurrence, je vais en parler là précisément pour les repas, pour ce qui nous concerne, puisque c'est cette loi adoptée effectivement à l'unanimité, cette proposition de loi adoptée à l'unanimité grâce à vous, Pierre-Antoine Lévy, qui permet justement l'accès à tous les étudiants d'un repas à offre à un tarif modéré. Les zones rurales, également les villes moyennes dont on parle assez peu et pour autant très présentes effectivement en France, n'ont pas forcément ces structures, vous le disiez, pour accueillir nos étudiants. Comment faire pour que justement la ruralité, donc à savoir nos agriculteurs, tous ceux qui peuvent aussi produire en circuit court, donc avec très peu de distance, puissent profiter justement à nos étudiants et à ces repas à des tarifs modérés? Mais tout simplement, ce sont structures qui vont conventionner de mettre en place cette organisation-là. C'est-à-dire que il y a des endroits où il sera très compliqué de donner accès à tout le monde. Mais ces circuits courts dont vous parlez, ils sont intelligents parce que moi, je viens d'un département extrêmement rural. C'est-à-dire que l'agriculture est une des forces de l'économie. Et aujourd'hui, nos agriculteurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice sur justement cette restauration. Vous avez également, dans le cadre de la loi que nous avons fait voter, l'accès à la centrale d'achat des Crous, qui peut être ouverte aux collectivités qui voudraient conventionner. Ça aussi, c'est un élément assez intéressant. Ils sont en capacité de produire suffisamment, justement, pour l'ouverture? Ils sont en capacité. Mais encore une fois, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Ça peut être une discussion intelligente et menée tous ensemble. Parce que là, maintenant qu'on a voté la loi, comment fait-on? Quelles sont les structures qui acceptent de conventionner? Comment va-t-on les identifier? Ça aussi, c'est important. Eh bien justement, c'est ma question. Voilà. Et donc, encore une fois, ce sont les Crous qui vont devoir se mettre à la recherche. Mais on peut les aider. Vous avez des collectivités déjà qui vont dire moi, je suis prêt peut-être à aider. Je suis prêt à travailler, à mettre en place une restauration pour les étudiants qui sont dans mon périmètre. On a déjà des communes, quelques communes qui ont manifesté leur intention. Mais je suis persuadé que vous avez des structures publiques comme les hôpitaux qui vont également montrer leur intérêt, tout simplement parce qu'ils ont déjà une organisation qui leur permet de faire face à de très nombreux repas. Donc rajouter 10, 20, 30, 40, 50 étudiants, ça peut le faire, je pense. Mais il faut que tout le monde se mette autour de la table et surtout que tout le monde comprenne l'importance de cette organisation. Mais il va falloir un peu de temps. On a encore quelques mois puisqu'on aimerait que à la rentrée prochaine, cette loi soit appliquée. Ah oui, mais alors vous parlez de rentrée prochaine quand même, septembre 2023. Oui. On est en avril, donc c'est vraiment demain. Oui. On sait à quel point c'est assez long de mettre les choses en place. Vous pensez qu'en septembre, tous les étudiants auront accès en fait à un repas à tarif modéré, pourront se nourrir correctement? Je l'espère. En tout cas, la volonté de la ministre et notre volonté à nous, c'était d'appliquer cette loi pour la prochaine rentrée. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se voit très rapidement pour écrire les décrets et ensuite qu'on identifie les endroits qui pourront accepter de faire manger les étudiants. Et si on n'arrive pas à trouver des solutions, voir comment on peut les aider par la mise en place d'une aide financière. Ce qu'il faut absolument, c'est que chaque étudiant puisse manger midi et soir. Donc on ne parle pas de revenus, mais on parle aussi d'aide financière, ce qui est à peu près la même chose, non? Alors, ce n'est pas tout à fait le même niveau, mais le revenu, ça va être une autre discussion, parce que c'est d'autres montants. Hein. Je crois que l'estimation du revenu moyen universel, c'est aux environs de 6 à 7 milliards d'euros. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Il faut savoir aussi que si vous mettez tous les moyens sur ce revenu universel, vous n'avez plus de moyens pour financer le reste. Ça aussi, c'est très important qu'il faut... On ne pourrait pas dégager plus d'argent par ailleurs? Il faudrait voir. L'école en a besoin aujourd'hui. Ce sont les étudiants, c'est la force de la nation de demain. Tout à fait, mais il faut voir si on met tous ces moyens sur ce revenu. Peut-être qu'on ne les aura pas pour la construction de nouvelles antennes, le développement de logements pour les étudiants, vous voyez, des lieux de vie aussi.
faut voir les moyens qui vont être mis en place. Mais si on met tous les moyens sur un seul, on va dire sur un seul critère qui est le revenu, vous n'en aurez peut-être pas suffisamment. Bien sûr, mais est-ce que c'est une question de répartition? Est-ce qu'en fait, de dire revenu, finalement, c'est de parler à la fois de logement étudiant et effectivement d'alimentation, comment dire, de restauration, oui, de restauration, pardon. De précarité. Ou alors, est-ce que c'était juste une question de répartition différente en fonction des différents domaines? Tout ceci est complémentaire. Ce qui veut dire que l'étudiant, s'il a déjà à manger, c'est déjà bien, mais il faut qu'il puisse se loger dignement. Oui. Il faut qu'il ait accès également à des dispositifs concernant la santé, parce qu'aussi il y a des problématiques de santé mentale. Vous avez les étudiants aujourd'hui sont confrontés, ils ont eu une crise sanitaire. Pendant 2 ans, ils ne sont pas allés travailler, vous avez des cours à distance. Vous avez les étudiants qui ont passé leur bac, qui ont fait leur première année, qui n'ont jamais vu leurs camarades. Bon. Ensuite, vous les mettez dans une crise de l'inflation, où ils n'ont pas travaillé. La crise de la Covid n'a pas permis à ces étudiants qui finançaient leurs études par les petits boulots d'en trouver. Ça aussi. Vous avez le prix de l'essence qui a augmenté. Vous avez des étudiants qui n'ont pas les moyens de faire le plein. Bon, oui, donc tout ceci, finalement, fait que la précarité alimentaire est un sujet important, mais il y a tout le reste à côté à développer. Et donc ce travail, il doit être fait en collaboration. Et il faut que le gouvernement prenne conscience. Et je pense qu'il a pris conscience en donnant un avis favorable à cette proposition de loi, parce que si la loi avait été votée la semaine dernière au Sénat, mais que le gouvernement ne donne pas son avis favorable, ça veut dire que les décrets d'application ne sortent pas, donc finalement la loi n'est pas applicable. Donc l'objectif aujourd'hui maintenant, c'est que nous voulons montrer que nos étudiants, c'est un enjeu majeur. C'est notre jeunesse aujourd'hui, c'est notre force, c'est notre futur. Si notre jeunesse ne croit plus aujourd'hui aux politiques, comment voulez-vous qu'on avance ? Alors là, effectivement, ils seront heureux de voir que ce projet de loi effectivement a été adopté. Maintenant, je reviens sur le fait que le repas à 1 euro a été absolument refusé à une voix près en février dernier à l'Assemblée nationale. La raison évoquée, je le redis, c'est que ça allait profiter à des jeunes qui n'en avaient pas besoin. Est-ce que le fait de faire un prix modéré cette fois-ci, qui serait donc à 3,30 €, on n'est pas un peu dans la même logique, sauf que c'est une question de mots et que c'est de la politique politicienne. Finalement, à en croire votre proposition de loi adoptée, on aurait pu aussi adopter le repas à 1 euro il y a un mois. Mis à part que le repas à 1 euro a un coût beaucoup plus élevé et demande des moyens encore plus élevés financiers sur le gouvernement. Donc le repas à 1 euro, il a été mis en place pendant la crise. Il a été maintenu. On s'est battu pour qu'il soit maintenu également à la suite pour les étudiants. On aimerait peut-être également y intégrer des étudiants précaires. Vous savez, boursiers, d'un côté, ils sont identifiés, mais les étudiants précaires qui ne sont pas boursiers, mais qui sont en rupture avec leur famille. Eux, ils peuvent avoir accès au repas à 1 euro en allant s'identifier dans les centres, dans les universités. Ils peuvent y avoir accès. Vous parlez de santé mentale, est-ce que c'est pas difficile pour un étudiant qui déjà a une vie très très difficile d'aller s'identifier, de prendre... Est-ce que c'est très compliqué. Les étudiants ne sont pas face à un mur en se disant je peux plus, il faut que j'arrête mes études, il faut que je trouve un boulot parce que je pourrais tout simplement pas me loger et pas bouffer. Mais vous avez raison, c'est souvent ce qui arrive. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui en bavent tellement, parce que même travailler pour financer ses études, c'est pas simple. C'est souvent des études, c'est souvent des jobs dans la restauration rapide avec des horaires jusqu'à 1h du matin. Bien sûr. Et le lendemain, ils doivent aller en cours, c'est très compliqué. Donc il faut aujourd'hui qu'on essaye d'éviter que nos gamins aient besoin de travailler. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément suffisamment de moyens pour le faire, mais il faudrait les mettre. Il faudrait mettre des moyens. Alors, vous dire qu'on est favorable au repas à 1 euro pour tous, oui. Oui, on est favorable. Mais dans la pratique, c'est compliqué à mettre en place. Vous parliez, et c'est ma dernière question parce que malheureusement le temps presse, vous parliez de santé mentale. On sait que les jeunes, alors 56% des étudiants quand même ne mangent pas à leur faim, j'aimerais quand même vous donner le chiffre. Et je crois qu'on est près de 75% des étudiants qui n'ont pas accès à un médecin généraliste, qui ne prennent pas soin tout simplement de leur santé. C'est dramatique. On espère qu'effectivement les étudiants, de par leur âge, aient moins de problèmes de santé, mais forcément, ils en rencontrent. Comment faire? Est-ce que vous avez pu discuter avec vos collègues au sein du Sénat de cette difficulté justement d'accès à la médecine pour les jeunes? Alors ça fait partie du rapport sur la vie étudiante que le président Laurent Lafont ainsi que le rapporteur Pierre Ouzoulias avaient identifié dans le rapport sur la vie étudiante qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi au Sénat. Effectivement, il y avait l'accès donc à la restauration, il y avait l'accès au logement, il y avait la problématique de la santé mentale. Cette problématique de la santé, là aussi, il faut mettre des moyens importants là-dessus. Mettre des médecins qui puissent accompagner les étudiants, puisqu'on a de plus en plus d'étudiants aujourd'hui qui nous indiquent, qui avouent se sentir mal,
mal dans leur peau. Mais s'ils doivent attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de voir un psy ou de voir un médecin, ça devient compliqué. Donc il faut mettre les moyens, là aussi. Moi, je dirais qu'il faut... Le triptyque, c'est la santé, la restauration et le logement. Mais il faut effectivement... Vous voyez, c'est difficile de trouver alors, on peut les trouver par la dette. Mais aujourd'hui... La dette est suffisamment importante. La dette est suffisamment importante, mais il faut par contre que le gouvernement montre qu'il est engagé et que la ministre Retailleau montre qu'elle est engagée dans ce chantier qui est un chantier énorme du monde étudiant, en mettant des moyens sur ces 3 volets que nous venons de développer. Et en aidant aussi les médecins généralistes qui eux aussi peinent de leur côté. Ben oui, alors vous savez que la problématique des médecins généralistes est un problème qui touche la France parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait durant les nombreuses années. Et aujourd'hui, même si on essaye de mettre en place des lois pour favoriser et développer, voire supprimer le numerus clausus, il faut 10 ans pour former un médecin, ce qui veut dire que on n'est pas encore au creux et qu'il va falloir attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir remonter et d'avoir des nouveaux médecins qui arrivent. Et ça, c'est un problème national et un problème, on va dire, de manque d'anticipation. Merci beaucoup Pierre-Antoine Lévy, merci sénateur d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes sénateur du Tarn et Garonne et merci pour cette proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité. Et merci pour votre invitation. Au Sénat. Voilà, pour aider, je le rappelle, favoriser l'accès à tous les étudiants à un repas à un tarif modéré. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis avec Guillaume d'accueillir Flora Marchetto. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de projet marketing pour l'Institut Le Cordon Bleu à Paris. On avait déjà reçu les équipes du Cordon Bleu sur School TV. On était ravis, on avait discuté avec eux. Mais pour les quelques téléspectateurs qui auraient manqué ça, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est plutôt l'Institut Le Cordon Bleu? Alors le Cordon Bleu, c'est un institut d'art culinaire et de management hôtelier qui a été créé en 1895, donc un petit paquet d'années, et qui enseigne les arts culinaires, donc la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie et bien sûr l'œnologie. Alors c'est cet institut qui est à l'initiative du podcast dont je parlais dans le sommaire de cette émission. Je l'ai dit en anglais avec mon superbe accent, A Tasteful Story. L'idée c'était donc de réunir en fait les témoignages d'anciens étudiants, c'est bien ça ? Oui, exactement. On essaie de valoriser au maximum nos alumni parce que qui de mieux placé que les alumni, les anciens diplômés pour parler de leur parcours. Et du coup, le podcast, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus en vogue depuis certains temps. Et après le Cordon Bleu Londres, qui ont eux aussi leur podcast, on a voulu, à l'Institut Le Cordon Bleu Paris, lancer le nôtre. Et donc est né Tasteful Story. Donc c'est l'idée de faire naître des vocations, de partager en fait à la fois son vécu, ses envies, le moment aussi où on a voulu devenir chef. C'est faire naître des vocations et aussi donner aux prochains étudiants et aux prochains diplômés des idées de ce qu'ils pourraient eux devenir aussi après leurs études au Cordon Bleu, parce qu'on a les métiers de chef cuisinier, de chef pâtissier, mais pas que. Il y a des entrepreneurs, des journalistes, des photographes, et on voulait un peu ouvrir le champ des possibles et leur donner des idées de carrière. Alors dans ce podcast, il y a 8 épisodes. Aujourd'hui vient de sortir l'épisode numéro 2. On va parler du numéro 1 juste après. Mais le numéro 2 est consacré à Thomas Graham, qui est chef au restaurant Le Mermoz, dans le 8e à Paris. En quoi son parcours était inspirant? Pourquoi vous vouliez vous intéresser à lui en particulier? Alors on a essayé de faire un panaché d'un peu tous les profils, parce qu'au Cordon Bleu, on a plus de 100 nationalités différentes représentées. Donc on a essayé de prendre un petit peu de toutes les nationalités représentées. Là, Thomas, il est anglo-américain. Il a travaillé en France dans plusieurs restaurants et aujourd'hui il est chef, donc il nous fait part de son nouveau métier de chef parce que c'est assez récent, il est jeune, il a 29 ans et il nous raconte comment il a construit sa carte, comment il fonctionne avec son équipe pour créer des menus, donc c'est passionnant comment il nous en parle et son amour aussi de la cuisine. Donc, Vous suivez un peu les émissions de cuisine ou pas, Guillaume? Une période, oui, mais moi le problème c'est que ça me donne faim. Je suis toujours très déçu parce que j'ai que des pâtes, des choses comme ça, donc j'essaye quand je regarde. Vous n'essayez pas de reproduire si, mais avec ce que j'ai à la maison, donc pas grand chose. Parce que je disais ça parce qu'effectivement, on est tous maintenant biberonnés à Top Chef, Master Chef, le meilleur pâtissier, ou qui sera le prochain grand pâtissier que j'ai eu la chance d'animer, où j'ai rencontré effectivement des personnages absolument géniaux, des chefs formidables bien entendu, et surtout des passionnés. Voilà, des passionnés de cuisine, des passionnés de gastronomie,
gastronomie, des passionné aussi de l'agriculture, l'alimentation, des bons produits de manière générale. Mais c'est un métier qui est particulièrement exigeant, particulièrement difficile. On se lève très tôt, on se couche très tard. C'est assez militaire. Est-ce que c'est aussi ça que l'on raconte dans ces podcasts ? On a voulu qu'ils soient transparents en tout cas. Donc ils parlent de leur parcours, par où ils sont passés et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc on leur demande au jour le jour ce qu'ils font de leur journée. Donc après on leur demande de dire la vérité et de rien cacher. Donc à eux de livrer ce qu'ils vivent réellement. La vérité de Thomas Graham, c'est ne lâche rien. C'est ça. C'est ça parce que il vient d'Angleterre et d'Amérique et forcément c'était pas les spécialistes de la gastronomie Ils vont hurler. Ils vont hurler. Moi je suis pas du tout d'accord avec Flora Marchetto. Je peux pas griller mes prochaines vacances aux États-Unis. et tous d'ailleurs parce qu'il y a Johanna par exemple qui a passé 18 ans dans le secteur de la finance qui ensuite se lance dans sa passion. Il y en a d'autres aussi dans les 2 prochains épisodes. Donc ça c'est aussi passionnant de se dire que certains ont des parcours un peu plus dits classiques et puis après 20 ans de carrière se décident enfin de vivre de leur passion. Donc, Guillaume. On entend parler beaucoup en ce moment de la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie de talent. Là, je voyais les derniers chiffres et on n'arrive pas du tout à recruter des saisonniers dans ces métiers de la bouche. Ça veut dire pour les jeunes qu'il y a des opportunités, que le secteur il est en train de recruter, que les salaires ils sont en train de gonfler. Comment ça se passe du côté du recrutement ? Il y a énormément de postes. C'est sûr qu'aucun de nos étudiants ne trouve pas de stage ou d'emploi. Donc ça, c'est un métier qui est hyper porteur, c'est sûr. Enfin, un secteur qui est très porteur. Et il y a énormément de métiers qui sont à pourvoir. Donc nous, on pousse nos jeunes à y aller parce qu'il y a de super postes. Est-ce que c'est pas peut-être en désadéquation aussi avec les valeurs de l'époque où on veut du temps pour se développer ? Le Covid nous a appris qu'en fait le travail c'était pas tout et quand on demande par exemple à un boulanger, un pâtissier de se lever à 4h du matin pour préparer ses produits, est-ce qu'il n'y a pas un décalage générationnel ? Est-ce que vous le ressentez au sein de l'école ? Alors au sein de l'école, pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore dans le milieu professionnel. C'est sûr que c'est quelque chose qui est un sujet d'actualité. Maintenant, les patrons sont aussi obligés de se plier à certaines exigences et à certains nouveaux formats. Après, bien sûr, on les prévient, on leur dit la réalité du terrain et on essaie de compiler avec tout ça. Alors, vous parlez du premier podcast, premier épisode, avec la pâtissière Ioana Romanescu, qui vient de Roumanie, et qui a été avant dans la finance, avant de se lancer dans la pâtisserie. Et c'est vrai que lors de cet épisode, vous avez mis en avant une femme, alors ce qui n'est pas si rare que ça, finalement, dans la cuisine, bien qu'il y ait beaucoup plus d'hommes, et encore. Mais ce que j'ai trouvé surtout très intéressant, c'est qu'elle montrait comment la pâtisserie allait évoluer, finalement. Elle disait vouloir inscrire dans son temps en proposant des pâtisseries moins sucrées et éco-responsables. C'est vraiment dans l'air du temps, la nouvelle pâtisserie un peu plus saine. Nous, au Cordon Bleu, on a lancé un nouveau diplôme l'année dernière, qui est le diplôme de pâtisserie, innovation et santé, et qui, justement, amène à comprendre ces nouvelles tendances de la pâtisserie, moins sucrée, moins grasse, avec des aliments alternatifs, véganes, végétariens, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la tendance et qui va de plus en plus se développer parce que c'est la demande du client. Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose, non ? Oui, non, si. Est-ce que pour la promotion de ces métiers, vous passez par des nouveaux canaux, les réseaux sociaux ? On sait que les jeunes, ils sont connectés en permanence à TikTok. Est-ce que c'est des choses aussi qui peuvent permettre de valoriser ces filières en tension ? Alors nous, on valorise l'Institut sur les réseaux, on est bien sûr présent sur tous les réseaux, on a lancé TikTok aussi ce mois-ci, donc on se lance un peu partout. Au niveau des filières, on essaie de suivre les étudiants dans leur stage, donc on poste de plus en plus. Après, c'est compliqué de les suivre dans le day-to-day, j'ai envie de dire, parce que ça dérange aussi le service. Mais on essaye au plus de les suivre dans leur vie quotidienne et de montrer la réalité. La réalité, elle est vraiment difficile ou on peut se dire quand même, pardon, je reviens, non pas que je vous... mais c'est vrai que la télévision, si elle a quelque chose de bon, elle a pu démocratiser effectivement la cuisine et la gastronomie, qui était peut-être vue comme un métier un peu pas forcément... Noble, ouais, forcément. Voilà, bon, on va pas dire les termes, mais en tout cas, qui aujourd'hui, voilà, est un vrai métier à part entière, enfin, où il y a des femmes qui se manifestent et davantage encore, bien que ce ne soit pas toujours évident. Est-ce que ces profils différents au cours du podcast, est-ce que tout ce que vous avez voulu montrer donne envie à des jeunes de se lancer ? Vous avez plus de demandes ? On a toujours autant de demandes. En tout cas, il y a de la place comme avant. On a beaucoup d'internationaux qui viennent forcément parce que la cuisine française aussi fait rêver et la pâtisserie française fait rêver. Mais on a aussi des Français et de plus en plus, et surtout post-Covid aussi, on a eu de plus en plus de Français et on en est ravis parce que on a besoin de main d'œuvre de tous les pays. Donc
Donc voilà. Vous avez eu beaucoup d'étudiants français aussi vouloir partir par exemple au Japon, qui est une grande mode de la pâtisserie japonaise ici en France. Peut-être partir aussi et éprouver une cuisine un peu différente, une gastronomie nouvelle. On a des internationaux qui viennent en France et qui restent. On a des internationaux qui viennent apprendre et qui repartent dans leur pays. Et on a aussi l'inverse. On a vraiment tous les profils. Donc ça va et vient, on va dire. C'est un cycle et voilà. Le cordon bleu, si demain matin, moi je me lance, que je tente de prendre des cours parce que j'aimerais mieux cuisiner, apprendre des recettes, puis apprendre peut-être des coups de main aussi, enfin voilà, me perfectionner dans la cuisine. Est-ce que c'est possible sur un temps court ? On a des ateliers culinaires, bien sûr, qui sont disponibles à partir de 2h30, il y en a de 5h30 et certains de plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment pour le grand public. C'est accessible à tous, il n'y a pas de niveau requis en pâtisserie et en cuisine. Et on va bientôt aussi ouvrir à l'Hôtel de la Marine. Donc on aura un espace dédié, le cordon bleu, à l'Hôtel de la Marine qui va ouvrir bientôt. Et donc là, ce sera vraiment des ateliers culinaires dédiés au grand public également. Au grand public, au grand âge. C'est ce qu'il faut, moi. Comme ça, je pourrais regarder les émissions et cuisiner en même temps. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre en cuisine, c'est qu'il faut du temps. Donc en fait, un atelier de 2h30, on a le temps de faire peut-être un gâteau et encore, ou quelque chose de... Vous pouvez faire des plats aussi, vous avez des ateliers sur des sauces aussi. Donc vous apprenez des techniques et après, vous pouvez les refaire chez vous. Et on mange à la fin ? Oui. J'arrive. Merci beaucoup en tout cas Flora Marchetto d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable donc marketing pour l'Institut Le Cordon Bleu à Paris, que le podcast Tasteful Story est disponible à retrouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, bien sûr. Évidemment. Voilà, qu'on va pas citer, vous les connaissez toutes par cœur. Et c'est à vous, cher Guillaume Ouattara, c'est l'heure de votre chronique maintenant. Avec grand plaisir. Alors Guillaume, on part du côté du Maroc où une dissension est en train de naître entre les établissements français du Maroc et les autorités locales. Oui, ces derniers temps, le climat diplomatique s'est tendu entre la France et le Maroc. J'y reviendrai dans quelques instants à cause de questions de politique régionale. Mais ce climat, il s'est également tendu autour de la question des écoles, notamment d'un établissement français à l'étranger. Pour comprendre le fond de cette affaire, je vous propose de découvrir une lettre qui a été écrite il y a quelques jours par une députée, Hanan Attarguine. Elle écrivait au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Elle reproche, cette lettre et cette députée, aux écoles françaises d'exposer la carte du Maroc amputée de son Sahara, d'empêcher certains employés d'accomplir les prières quotidiennes dans des endroits isolés sur leur lieu de travail et d'encourager l'homosexualité et d'autres pratiques honteuses. Mais attendez, à quoi fait référence cette députée en fait très exactement ? Eh bien, elle fait référence à des faits qui se seraient produits et le conditionnel est très important dans cette histoire, dans une école française, l'école Honoré de Balzac à Kénitra. Tout commence à la fin de l'année dernière lorsque 2 parents d'élèves du groupe scolaire unifié Honoré de Balzac, une ville qui se situe en fait à une 50aine de kilomètres de Rabat, alertent la direction concernant des propos d'une enseignante qu'elle aurait tenus face à des élèves de 7 à 9 ans. Selon ses parents, l'enseignante aurait diffusé des images d'hommes embrassant d'autres hommes lors d'une prise de parole sur l'homosexualité. Elle aurait également évoqué l'Iran, le prophète et l'islam de manière générale. Donc ils ont alerté la direction de l'école. Pas de réaction puisque on défend dans le modèle français la sacro-sainte liberté pédagogique des enseignants et donc tant qu'ils ne franchissent pas le cadre légal, ils peuvent diffuser des images avec du contexte. Et face à cette absence de réaction, des parents d'élèves ont décidé de porter plainte contre l'école. En réaction donc et sans attendre, eh bien, l'Agence pour les établissements français de l'étranger a décidé de suspendre de ses fonctions l'enseignante pour manquement grave dans sa posture professionnelle et ses pratiques pédagogiques. Cette agence pour les établissements français à l'étranger, c'est une agence qui dépend de la France et qui a donc agi en réaction à cette plainte déposée par des parents d'élèves. Du côté de l'école, pour l'instant, on ne réagit pas, on fait silence radio. On peut imaginer en tout cas que s'il n'y a pas eu de réaction en premier lieu quand les parents ont évoqué les faits, c'est qu'il y avait un soutien de l'équipe de la direction vis-à-vis de l'enseignante, mais pour l'instant, silence radio. Enfin, suite à cette plainte, une enquête a été ouverte par le parquet compétent près du tribunal de première instance de Kénitra. Et vous le disiez, ces faits s'inscrivent, Guillaume, dans un climat de plus en plus tendu entre le Maroc et la France, qui sont 2 pays amis depuis de longue date. 2 pays amis, mais pour lesquels eh bien, il y a un petit peu de
tension. Une tension qui monte depuis plusieurs semaines et qui a pour origine une résolution qui a été adoptée par le Parlement européen. Un texte en fait qui s'inquiète de la dégradation de la liberté de la presse au Maroc. Les élus se disent profondément préoccupés par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen. Ce texte, il a été extrêmement mal accueilli par Rabat qui accuse en fait la France d'être à la manœuvre, d'être derrière tout ça. Président Emmanuel Macron devrait se rendre au Maroc, mais tout ça est un peu mis en suspens. Affaire à suivre. Et espérons que ça s'arrange très très vite. Merci beaucoup Guillaume. C'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard. Cette semaine, c'est André Manoukian. Si je vous demande un souvenir d'écolier précis à partager, le premier qui vient en tête quand on pense à l'école. Quand on pense à l'école, c'était ma maîtresse au CP. Elle s'appelait Madame de Saint-Az. Elle était belle, on aurait dit la fiancée de Zorro. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière. Et comme j'étais toujours le premier, j'étais toujours sur ses genoux. Cette époque-là, c'était l'époque où on nous donnait des baffes, où il y avait des punitions corporelles, et où quand vous bossiez bien, la maîtresse, elle vous faisait des bisous. C'était bien. C'est horrible, hein, on irait en tôle maintenant pour moins que ça. Un moment drôle ou un moment clé? Un moment drôle, c'est quand je rentre en 6e. Du coup, je rentre en 6e, quoi. Donc, on va au lycée. Ça s'appelait le lycée à l'époque. Donc, moi, j'étais à l'école Chavant, 7e arrondissement, Lyon, lycée Ampère-Saxe. Et moi, je demande à ma mère, je dis, puisque maintenant on va au lycée, je veux un costume. Ah bon? C'est moi qui réclame. Du coup, mais ma mère... c'était pas l'usage. Mais non, mais on va en 6e. Donc ma mère, elle me fait le costume. Je dis, mais je veux un costume avec cravate. Donc elle me fait un short gris, je m'en rappelle, le short, mais avec revers, hein, les souliers noirs, le truc, la cravate et tout. Et je me pointe comme ça. Et j'étais le seul, évidemment. Très élégant. Très déçu, très déçu. Et après, je me suis mis comme les autres, quoi. Mais ça vous a pas démarqué, enfin, ça n'a pas été le... Non, j'ai pas eu le temps qu'on se moque de moi. Mais je me suis dit, bon, ok, d'accord, J'avais un certain regret, même, en disant, c'est dommage. C'était mon côté anglais, lord anglais. Oui, on a dit toutes les nationalités sont présentes, toutes les cultures. Absolument. Est-ce qu'il y avait une matière préférée? Ouais, le français. Le français et surtout un prof génial, Monsieur Coste, je m'en rappelle encore. L'autre jour, j'ai été invité pour les 500 ans de mon lycée, c'était le lycée Ampère, et j'ai pu parler de ce Monsieur Coste avec un vieux prof qu'il avait connu. Et je me rappelle même d'une phrase que j'avais piquée dans une rédaction. Il nous disait, quand vous voyez des belles lignes écrites, n'ayez pas peur, prenez-les. Et j'avais raconté, il nous demandait dans une rédaction de parler d'un beau souvenir de vacances. Alors voilà, je suis petit, j'arrive à la mer et je me précipite et tout d'un coup, l'eau me surprend et là j'écris une langue froide me lèche les pieds. Et là il me dit bravo. Mais j'avais piqué ça à Colette. Mais il faut piquer. Mais lui, il l'avait pas vu. Mais lui, je pense qu'il avait dit bravo parce qu'il savait très bien le texte de Colette, il le connaissait, puisque c'est lui qui nous l'avait chopé. Mais comme elle s'est intégrée bien, il a dit voilà, bravo. Pour le coup, il dit voilà, je leur apprends des trucs, ils s'en servent, c'est fait pour ça. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Pas cauchemar, mais la gym. Je trouvais... Déjà, j'étais avec une bande d'intellos et on trouvait ça ridicule de courir après un ballon, quoi. Donc, du coup, on chopait le prof de gym. Il avait l'accent du midi comme ça et on lui parlait de Bertolt Brecht. Et il n'arrivait pas à dire Brecht, il disait Brecht. Et vous moquiez du professeur. On se moquait de lui, mais avec lui. Donc, mais pendant qu'on lui parlait de tout ça, du coup, on courait pas. Donc les autres, ils couraient comme des bœufs et nous, on était en train de lui prendre la tête avec des trucs, c'était sympa. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'André Manoukian pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, merci André. À demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Elle avait plus qu'un amour pour la France, autre chose. C'était un sentiment. Il faut aimer la France pour elle, parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, elle n'était pas la seule, qui était venue des Noirs, qui s'aimaient déjà après la Première Guerre mondiale, qui était restée
sur le sol français, qui se sont aperçus qu'ils étaient traités à part entière aussi. Mais elle, lorsqu'elle arrive, non seulement... En anglais, ils ont dit « she became a sensation ». En une nuit, elle est devenue une nuit, alors que ce n'était pas la star de la revue Nègre. C'était une petite girl que Paul Colin, l'affichiste célèbre, a choisie comme ça dans la foule, dans la troupe. Et puis le soir, il l'a fait poser dans son atelier, La République, et il a voulu qu'elle se mette toute nue, ce qui l'a fait pleurer au début, parce qu'elle était quand même un peu puritaine, c'était une Américaine, n'est-ce pas? Et puis après, instinctivement, elle a très bien compris qu'il fallait le faire. Et après, voilà, c'était d'un point de vue artistique. Mais elle va jouer, quand on voit, parce qu'il y a des archives de tout ça, elle a une façon extraordinaire, en se mettant à loucher, en faisant des mines. Elle était déjà, ces mimiques-là, elle les avait déjà expérimentées. C'est pour ça que je tiens toujours à dire qu'elle a 19 ans lorsqu'elle arrive à Paris, mais elle a déjà 7 ans de métier derrière elle, si je puis dire. C'est-à-dire elle est déjà sur les routes américaines, alors elle est trop jeune pour danser, alors on va se contenter d'en faire une petite couturière, et puis au pied levé, elle va remplacer une girl. Toujours de la chance. Il faut une girl qui est enceinte, et puis elle va remplacer au pied levé, et elle y va, elle a le culot, on la blanchit, on lui met de la poudre de riz, on la rehausse un peu parce qu'elle est petite, et voilà, et ça commence comme ça. Et si vous parlez des mimiques, c'est que c'est une façon, parce que vous parliez du fait d'avoir posé nu, mais que c'était aussi une façon de désérotiser le regard. C'est-à-dire qu'elle a joué de tout ça pour ne pas se transformer en femme-objet à l'époque. D'une part, et puis secondo, c'est vrai qu'elle n'avait pas une immense conscience, et on ne peut pas lui reprocher de la France coloniale de l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est facile de dire, oui, mais enfin... Elle faisait un peu le jeu des Blancs, des colonies. Non, mais non. Joséphine Baker, c'était une starlette, enfin une star, joyeuse, heureuse, enthousiaste, qui sortait de la misère. Et c'est ensuite, petit à petit, qu'elle a pris conscience de tout ça, évidemment. Ça fait aussi partie d'une nouvelle réflexion, d'ailleurs, que chacun d'entre nous, citoyens, citoyennes du numérique, mais aussi utilisateurs et utilisatrices de la tech, sommes en train de porter. C'est vrai que pendant une décennie, on a été plutôt bienveillant quant à l'accueil de ces innovations, de la façon, encore une fois, dont on pouvait innover pour le défi même scientifique et le défi tech. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en défiance vis-à-vis de la technologie. C'est aussi ce que vous souhaitiez montrer dans Résistance 2050. Exactement. Et vous utilisez le mot défiance et non méfiance. Et c'est très différent. La défiance, c'est bien de manière proactive. Et ce qui est aussi un problème. Et on le souligne dans le livre, mais on souligne aussi de l'autre côté ce manque de pédagogie, ce manque d'explication. Donc il y a vraiment, c'est ça que moi je trouve qu'on a réussi avec Amanda, c'est d'arriver à apporter de la nuance à travers un récit d'anticipation, nuance qui a peut-être disparu dans beaucoup des débats, beaucoup d'articles, parce que justement il est beaucoup plus simple de stigmatiser pour se faire un avis tranché parce que ça nous rassure, que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà. Et donc moi, ce que j'essaie de faire déjà, moi, dans mes essais, mais ce qu'on a fait avec Amanda dans ce livre, c'est d'apporter de la nuance, de l'interrogation. Et moi, si le lecteur, on le dit souvent, si le lecteur ressort du livre et ne sait toujours pas de quel côté être, on a gagné. Ça veut dire qu'il va continuer à s'interroger sur le sujet, mais qu'aujourd'hui, il aura des éléments de compréhension, une grille de lecture pour avancer. Vous avez écrit « Je te plaque ma sclérose » avec beaucoup de témoignages, ça s'est transformé en association, puis en application. Qu'est-ce qui a motivé justement la création de cette application et surtout, comment vous l'avez imaginée et pourquoi, d'après vous, elle rencontre un tel succès ? Alors, comment je l'ai imaginé? C'est assez simple. À l'association, en fait, nous, on donne la parole aux patients en les faisant témoigner. Donc, sur le site de l'association, il y a quasiment 800 témoignages de patients. Et à force de lire tous ces témoignages, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait encore des problèmes en 2023 sur l'annonce du diagnostic, la reprise d'annonce, comment vivent les patients, leurs peurs, leurs craintes. Donc je me suis dit, il faut créer un outil où il y a tout dessus. Et c'est là qu'on a créé cette application. En fait, c'est tout le chemin du parcours de soins, mais aussi le parcours de vie du patient avec la sclérose en plaques. Et on l'a conçu comme un roman graphique à choix multiples, et pour que ce soit pas ludique, mais que ce soit plus sympa de rentrer dans cette histoire. Et en fait, on demande aux gens de se mettre dans la peau d'un patient. Donc c'est pour les patients, les proches, les professionnels de santé et le grand public. Et on dit à ce public de vivre une vie de sclérose en plaques pour vraiment qu'ils comprennent tous les symptômes, tous les soins, tout ce qui est médical, paramédical et social. L'interactivité, d'autant plus important, effectivement, se mettre dans la peau du patient, du malade, entre guillemets, bien évidemment, parce que ça le touche lui, mais aussi tous les proches, toute la famille.
Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est concerné dans ce tsunami qu'est l'annonce de la maladie, parce que ça remet tout en cause quand on est jeune, comme vous l'avez dit. C'est une maladie du jeune adulte. C'est là qu'on construit une vie, qu'on se pose des questions sur sa vie de couple, sa vie de famille, son travail. Donc ça touche vraiment tous les secteurs de la vie. Je ne suis plus une jeune femme, mes amis. Ma vie est derrière moi. Le feu qu'il y avait en moi commence à décliner. Avant qu'il ne s'éteigne, je veux utiliser ce qu'il en reste pour allumer le feu qui est en vous, afin que vous puissiez continuer, afin que vous puissiez faire ces choses que j'ai faites. Alors quand mon feu sera consumé et que j'irai là où nous allons tous, je pourrai être heureuse. Extrait. On est en août 63, et ça, je l'ai découvert en vous lisant, j'avoue, j'ignorais. On est donc en août 63, on est à Washington. Joséphine Baker prononce ces mots sur le Mall, à la fin de la Grande Marche pour les droits civiques. Elle est vêtue, c'est pour ça que j'y faisais allusion, de son uniforme de la France libre, et juste... Elle finit son discours, il y a une ovation, et juste après monte en scène Martin Luther King qui prend la parole. Et là, j'allais te dire pas de chance pour la postérité, il commence en disant « I have a dream ». Et c'est effectivement le discours absolument magnifique aussi de Martin Luther King et qui va rentrer dans l'histoire. Mais ce combat qu'elle mène formidablement, il est toujours d'actualité. Ah bah oui, mais évidemment, mais là on est vraiment au cœur de la ségrégation la plus féroce, si vous voulez, et le pasteur, si vous voulez, il a fait trembler le colosse de la ségrégation après les manifestations de Montgomery, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que le pasteur Martin Luther King et sa femme Coretta King vont devenir très amis avec Joséphine. Joséphine est persona non grata aux États-Unis, c'est ça qu'il faut rappeler. Oui, elle a été expulsée parce qu'elle a des idées accusée de société. Oui, mais comme son ami Charlie Chaplin. C'est ça, ils ont été tous les deux. Oui, on est en plein macartisme, évidemment, la chasse aux sorcières. Et elle revient, elle a une dérogation pour revenir, qui a été donnée par l'attorney général qui est Robert Kennedy. Elle ne l'oubliera pas parce que je suis allé à l'enterrement de Robert Kennedy. On est en 68. Par reconnaissance. Bien, Jean-Claude, on file à l'enterrement. Il y avait un avion qui partait. Un seul avion, et il était pour nous à New York. On est en mai 68. Ça, c'est des Joséphine. La reconnaissance pour celui qui lui avait donné un visa de rentrée pour aller à cette marche extraordinaire qui a bouleversé, si vous voulez, et qui a donné 2 ans plus tard les civil rights, enfin les droits civiques. Une thématique qui apparaît quasiment dès les premières pages du livre, mesdames, c'est celle de cette augmentation des humains et ce qu'elle va pouvoir engendrer ou pas sur l'éducation. Je lis une de vos phrases conjointes. Les films sur la vie étudiante disparurent doucement avec le lycée lui-même. Pourquoi étudier collectivement pendant des années alors qu'un implant pouvait vous faire assimiler l'intégralité d'une bibliothèque et les chaînons de raisonnement sans faille? L'augmentation des humains, elle va passer par la fin de l'éducation. En tout cas, dans notre vision-là, dans ce récit-là, en fait, évidemment, il fallait aussi pour poser des questions que ce soit clivant, donc qui est 2 côtés assez clairement dessinés. Évidemment, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, mais si d'un coup on l'avait dans la tête, si on avait même un moteur de recherche dans la tête, à notre plus jeune âge, qu'on pouvait maîtriser des langues à l'infini, qu'on pouvait avoir la connaissance en tout cas, quel est le besoin d'aller à l'école? Évidemment, on sait qu'on apprend plein de choses à l'école qui sont autres que ce qu'on apprend dans la salle de classe. Ce que c'est de vivre en société, apprendre à travailler, apprendre le sens de l'effort. Voilà, comment tout ça... et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup apprise avec Aurélie, c'est qu'il y a des différences d'intelligence, il y a des différences de façon d'apprendre. Et évidemment, là, on a mis les 2 extrêmes, mais est-ce qu'il y a un moyen intermédiaire, une fois qu'on aura ces moyens d'augmenter l'intelligence, de faire que nos enfants continuent à apprendre et à s'éveiller? Voilà. En tout cas, c'est comme s'il y avait l'inné et l'acquis, et que l'acquis, d'un coup, était acquis par une puce à l'âge de 6 mois, ou je ne sais plus combien de mois on met ça dans le récit. Armand Touanet, dans quelle mesure la sclérose en plaques entraîne des handicaps invisibles? Dans la plupart des cas, il se trouve que c'est des handicaps invisibles. Invisible, ça ne veut pas dire que c'est moins lourd. Arnaud parlait de Dominique Farrugia. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent
Oui, moi je connais une personne qui a une sclérose en plaques, mais elle est beaucoup plus handicapée que toi. Moi, je me pose vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est un handicap lourd ou non. Je pense qu'il y a surtout des difficultés à réussir à dépasser. Est-ce que avoir des problèmes urinaires, c'est pas un handicap lourd? Oui, bien sûr. Est-ce que avoir des problèmes de vue, c'est pas un handicap lourd? Je ne sais pas. Dans mon cas, il se trouve qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles et chez la majorité des malades, notamment les nouveaux diagnostiqués, il y a beaucoup de handicaps invisibles. C'est intéressant ce qu'il dit effectivement Arnaud à propos de ces handicaps invisibles. C'est vrai qu'une fois qu'on rentre chez soi, qu'on est éventuellement tout seul et qu'on va 20 à 25 fois effectivement aux toilettes dans la nuit, oui, c'est un handicap. Ah oui, mais Armand, il a complètement raison. Hein. Le handicap invisible, c'est la chose la plus compliquée à faire expliquer aux gens. Parce que c'est invisible. Le premier symptôme de la sclérose en plaques, hein, qui touche quand même à peu près 80% des patients, c'est la fatigue. Donc la fatigue, c'est un handicap invisible, mais c'est pas une fatigue de lendemain de soirée, c'est une fatigue d'épuisement total. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à vivre pour les patients. Évidemment, il y a plein d'autres symptômes invisibles, hein, comme les douleurs neuropathiques, les brûlures, les fourmillements, les problèmes urinaires, comme disait Armand. Il y a plein de symptômes invisibles et c'est vraiment ce qui est le plus dur à gérer au quotidien. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions et notamment les chroniques de Guillaume Ouattara que je remercie. Merci à vous. Vivement. Moi, vous savez, ça m'a donné envie de choucroute de faire ça tout à l'heure, la choucroute bretonne. Vraiment? Vous avez envie d'une petite choucroute? Non. J'avais privilégié les œufs de Pâques, le chocolat. J'adore ça. Et j'embrasse d'ailleurs tous mes copains chocolatiers, Marcolini, Michala, Cadan, Co. Alors aujourd'hui, à la réalisation, Kylian Soula. Au son, Maxence Mogin. Le maquillage, c'est Colline Hamel et Emma Guessel et Agathe Delannoy. À la rédaction, très belle soirée à tous. Ciao.